Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. 30 minutes pour mettre tout à l'endroit ce matin dans les studios de Radio Grand Lac le en droit, direct. En tout cas, c'est sûr. Bonjour tout le monde. Et puis pas le reste. Bonjour Laura. Il y a un petit vent de folie ce matin. Ah oui, il y a un gros vent de folie. On est un peu foufou ce matin. Quand la Miss Campi est là, on est tellement heureux. Voilà, c'est ça. Radio Grand Lac, c'est la bonne humeur, c'est la convivialité, c'est l'amitié, c'est le sourire. Et c'est la joie d'être ensemble et de partager avec tous nos auditeurs. Complètement. Alors, bienvenue en direct pour cette émission, 30 minutes à l'endroit, comme je vous l'ai dit, une fois tous les 15 jours, avec notre amie Laura Campisano. C'est moi, tu l'as tellement bien dit. Du petit reporter, Laura qui est journaliste, qui va nous parler ce matin, non pas de droit pénal, mais de droit constitutionnel. Ouais. Ça va me rappeler plein de choses, parce que j'adorais le droit constitutionnel. J'adore toujours, j'imagine. J'adore quand on a aimé le droit constitutionnel, on aime le droit. Lauréat de la faculté de droit de Chambéry dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah oui. Oui, tout à fait. On y va, donc tu vas nous parler de quoi ce matin ? Ce matin, en fait, pour changer un peu de la prison, parce que je parle beaucoup de ça, donc je vais changer un peu. Et comme l'actualité brûlante, c'est les élections présidentielle, aujourd'hui je vais aborder un sujet chaud bouillant, les parrainages. Les parrainages, oui, parce qu'il y a les présidentielles. C'est ça, un truc vers le mois d'avril. Ok. Écoute, comme tu es ancienne avocate au barreau de Lille, il semblerait. Cher maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, les amis, ce matin, on va parler d'autre chose que de détention. Ça change un peu. Et je suis sûre que vous êtes contents de faire une petite pause, parce que c'est un peu comme si vous étiez en cours de promenade. De temps en temps, c'est sympa de changer de décor. Alors, aujourd'hui, j'aborde, vous l'avez entendu, un sujet un peu moins complexe que, par exemple, une peine de sûreté ou éventuellement, qu'est-ce que ça veut dire la perpétuité ? On fera peut-être un autre jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien chaud bouillant quand même, les parrainages des candidats à l'élection présidentielle. Alors en ce moment, ça chauffe sur le sujet parce que, comme vous n'ignorez pas, le 4 mars, c'est la date butoir pour être sûr de participer à la course à l'Élysée. Ça veut dire qu'en fait, je résume, vous avez eu des sondages d'opinion depuis un certain temps, quasiment un an en fait, ça fait un an qu'il y a des sondages d'opinion. Si jamais un tel et un tel se présentaient, voilà qui gagnerait, voilà combien d'intentions de vote, etc. En fait, on nous a parlé des intentions de vote avant de savoir qui allait se présenter véritablement. On supposait qu'un tel ou un tel allait se présenter. Et puis ensuite, il y a cette course au parrainage qui fait du candidat potentiel un candidat officiel. Et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui le décide. Alors, le 4 mars, c'est la date butoir pour obtenir l'ensemble de ces parrainages. Les parrainages, c'est quoi ? En réalité, c'est pas vraiment le mot exact. On devrait pas l'appeler comme ça. On devrait l'appeler une présentation. En fait, là, les élus je vais vous expliquer quels élus, mais en tout cas les élus de manière générale ont la possibilité de présenter un candidat, et après le Conseil constitutionnel va devoir vérifier si ce candidat qui a obtenu l'intégralité des 500 signatures d'élus est d'accord pour être candidat, et si aussi il a tout ce qui est requis pour l'être. Vous l'aurez compris. Rappelez-vous, je vous avais déjà fait une émission sur le sujet, notamment des casiers judiciaires, et on avait appris qu'en réalité, pour être président de la République, ou en tout cas pour être candidat à la présidence de la République, il n'était pas nécessaire d'avoir un casier vierge. Ce qui est quand même une petite blagounette bien sympathique. Alors, je plaisante évidemment. Je précise que je fais beaucoup de second degré, au cas où la team premier degré était à l'écoute de cette émission. Donc, il y a certains candidats qui ont déjà leur ticket d'entrée à l'heure actuelle, et vous pouvez regarder sur le site du Conseil constitutionnel le nombre de parrainages par candidat validé, et vous verrez qui est oui ou non déjà candidat. Enfin, c'est-à-dire déjà candidat qui a déjà au moins obtenu ses 500 signatures. Alors, c'est le cas de Nathalie Arthaud, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Jean Lassalle, Valérie Pécresse et le président sortant, Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas déclaré sa candidature. Alors lui, il a déjà ses parrainages, il a même dépassé 3 fois le nombre de parrainages requis, mais il a toujours pas dit s'il était ou non candidat, on sait toujours pas s'il va y aller.
Mais enfin, on a quand même un indice parce que visiblement, il fait son premier meeting le 5 mars. Mais en tout cas, il n'a toujours pas déclaré qu'il était candidat. Alors, il y en a qui peinent à obtenir leur signature d'élus. C'est notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, qui a d'ailleurs suspendu sa campagne à l'obtention de ces signatures. En tout cas, la campagne sur le terrain, puisque vous la verrez à la télévision, elle est invitée politique, mais sur le terrain, en fait, il n'y a plus de tractage, plus d'affichage, tant qu'elle n'a pas ses 500 signatures. Et pour cause, ça coûte de l'argent, en fait, une campagne électorale, et quand on n'est pas sûr d'y aller, on va pas claquer de l'argent qu'on n'est pas sûr de récupérer. C'est tout un fonctionnement. Et encore la superstar cathodique que tout le monde s'arrache, que tout le monde veut voir, que tout le monde veut entendre et que tout le monde invite partout, Philippe Poutou. Et même si Christiane Taubira et Éric Zemmour sont aussi en galère de signature. Oui, pour moi, la star catholique, ça restera, depuis 2017, ça restera toujours Philippe Poutou. Alors... Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'en fait, la star cathodique, si aujourd'hui tu dis ça, on pense toujours à l'homme qui signe son nom d'un Z comme Zorro. Mais en fait... Non, c'est Philippe Poutou pour toi. Philippe Poutou, rappelez-vous, en 2017, pendant le débat qu'il a fait avec les autres candidats, il a claqué le bec de tout le monde. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si jamais il obtient ses 500 parrainages, ses 500 signatures, Emmanuel Macron refuse de faire un débat avec Philippe Poutou. Donc je trouve que c'est assez évocateur. Donc pour moi, la star cathodique, c'est lui. Mais c'est pas une question de préférence politique, c'est simplement au niveau franc-parler, je trouve que là on est dans le franc-parler. D'accord. C'est un ouvrier de chez Ford, donc il est pas là pour faire de la confiture. Alors, d'abord... Il est pas là pour faire de la confiture. Écoute, j'avais aussi, il est pas là pour acheter du terrain, ou il est pas là pour lécher les murs. C'est une expression de chez moi. Mais bon, c'est la confiture qui est sortie. Alors d'abord, c'est quoi cette histoire et de quand ça date ? Eh bien, cette histoire de parrainage, c'est un filtre pour éviter trop de candidatures, pour écarter les candidatures fantaisistes ou des candidatures de témoignage. Ça date de l'élection, du moment où on a décidé que l'élection du président de la République française serait élue au suffrage universel direct. 1965. En fait, cette règle date de 1962. Mais t'as raison, c'est la première élection. La première élection, c'est 1965. Au suffrage universel, c'est 65, mais la règle date de 62. Le référendum est 1962. Octobre 62. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas celui-là ? Est-ce que c'est celui-là où Charles de Gaulle avait scellé son... Non, c'est pas celui-là. Où il avait dit, si vous répondez oui, je pars. Je sais plus, il y en a un. Le général de Gaulle avait lié son sort à un référendum. Le général de Gaulle liait toujours son sort au référendum. Et là, donc, il y avait d'ailleurs la coalition des non, puisque tous les partis politiques étaient contre le parti gaulliste, puisqu'ils perdaient le pouvoir d'élire le président de la République eux-mêmes, et la majorité a été écrasante à un tel point même que le gouvernement de Georges Pompidou a été mis en minorité à l'Assemblée, motion de censure, le gouvernement renversé, le général de Gaulle confirme Pompidou dans ses fonctions et dissout l'Assemblée. Et c'est quand même, à l'époque, c'était chaud la politique. Voilà, tout à fait. C'était pas comme aujourd'hui. Le niveau était différent. On était vraiment sur de la politique. Voilà. Aujourd'hui, on est sur. Et de Gaulle a gagné et a imposé donc l'élection du président au suffrage universel. Parce qu'avant, c'était Avant, c'était c'était les députés. On va faire une parenthèse. Petit aparté. Alors, l'élection du président de la République française, déjà sous la Deuxième République, quand on a élu Louis-Napoléon Bonaparte, c'était au suffrage universel direct. Hormis les dames. Ah oui, on n'avait pas le droit de voter, nous, encore. N'avaient pas le droit de voter. On était puissante, mais pas assez pour voter. Sous la Troisième République, on a enlevé ça puisqu'on est rentré dans le régime des partis. C'était l'Assemblée et le Sénat. Donc c'était en congrès à Versailles, et de même sous la Quatrième République, ce qui fait qu'il y avait des apparentements et tout, et on a élu lors de la Quatrième République le dernier président, un inconnu, René Coty, qui était le président de député maire du Havre. René Coty, c'est le président. Au bout de 13 ou 14 tours de scrutin. Donc voilà, c'était l'Assemblée et le Sénat, et quand De Gaulle est arrivé en 58 pour changer la Constitution, il voulait déjà imposer l'élection du président au suffrage universel direct. Michel Debré ne le voulait pas, puisque Michel Debré était parlementaire, donc voulait conserver
un pouvoir pour le Parlement. Donc on a créé un collège de 80 000 notables, qui étaient principalement les conseils municipaux. Alors il y avait les conseillers généraux. Il y avait ils sont maintenant départementaux. Tout à fait. Donc un collège de 80 000 notables. Donc c'est comme ça que Charles de Gaulle a été élu en décembre 58, premier président de la 5e République. Et il a toujours voulu imposer ça. D'ailleurs, il en parlait souvent avec Père Fitt en 61 et 62. Wow. Tu parles de ça comme si tu y étais, alors que t'es si jeune. Il a pris un petit peu en prétexte l'attentat du Petit Clamart du 22 août 1962. Cette fois-ci, c'était tangent, où le général de Gaulle a failli mourir, et donc il a pris donc le peuple français à part en disant voilà, si j'étais mort, qu'est-ce qui se serait passé après moi? Ce que je crains, ce n'est pas le vide, c'est le trop-plein. Donc, il faut maintenant que le prochain candidat qui n'aura pas la légitimité historique que j'ai puisse être élu par le peuple. Donc voilà, c'est comme ça qu'on Merci Jean-Pierre pour ce... Je retourne me coucher. C'est vachement bien. Mais non, reste là. C'est génial. Moi, je trouve que c'est super. Parce qu'en fait, vous l'aurez compris, chers auditeurs, le droit et l'histoire, la politique et le droit, tout est lié, en fait. Mais tout est lié. Et on a tellement besoin de connaissances aujourd'hui, tellement c'est... Merci de relever le niveau beaucoup. Donc maintenant, c'est le suffrage universel direct. Voilà. Donc, voilà. Tout à fait. Le président est l'élu de tous les Français. Et donc, les parrainages, en fait, déterminent. C'est pour ça qu'il disait ça, le trop-plein. Le trop-plein, c'est le trop-plein de candidats, justement. Et le parrainage va déterminer de façon décisive la capacité d'un candidat à se présenter à l'élection. C'est tout à fait ça. Donc, ce régime juridique des parrainages là a été plusieurs fois revu. D'abord, vous devez savoir que c'est l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 qui établit l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc, ensuite, il y a eu des lois organiques qui vont changer les choses. Loi organique, on va différencier la loi organique de la loi ordinaire. Et si j'avais le temps, je vous expliquerai pourquoi. Parce que dans la hiérarchie des normes, il y a la loi constitutionnelle, il y a la loi organique et la loi ordinaire. Ensuite vient le décret, l'arrêté, etc. Et donc, c'est très intéressant, parce que vous allez voir, et tu vas voir, non mais toi tu le sais déjà, la dernière loi organique qui va moderniser les règles applicables à l'élection présidentielle date du 25 avril 2016, et la toute dernière, c'est le 29 mars 2021, qui va prendre des nouvelles mesures relatives à l'élection présidentielle. Alors, avant les trois premières élections, 65 comme l'a rappelé Jean-Pierre, 69, 74, les parrainages nécessaires étaient de 100 élus. Il fallait avoir le parrainage de 100 élus pour pouvoir se présenter à l'élection. En 65, il y avait 6 candidats à l'élection. En 69, 7. En 74, 12. Aujourd'hui, ils sont 40, il y a un peu plus d'une quarantaine. Enfin, un peu plus d'une quarantaine qui se présentent, mais qui n'ont pas encore la totalité des parrainages, je vous l'ai dit tout à l'heure. En 76, il y a eu une loi organique qui est passée et qui a monté le nombre de parrainages à 500. En réalité, on parle de présentation, je vous le disais tout à l'heure. Les élus présentent un candidat à titre individuel et de façon autonome, sans qu'il ne soit nécessaire que la personne qui soit présentée ait d'abord manifesté sa volonté de se porter candidat. Par exemple, cette année, on a un parrainage pour François Hollande, alors qu'il n'a jamais dit qu'il se présentait. En fait, ça, vous pouvez le consulter. C'est tout à fait libre pour tout le monde. Il n'y a pas que moi qui ai l'autorisation d'aller voir le parrainage. C'est pas lui parce qu'il n'est pas maire, donc c'est pas lui qui a. Ah non, il y a un député ou un sénateur qui s'est dit tiens François, ce serait sympa qu'il revienne. Et puis finalement non. Les candidats à la candidature, donc c'est comme ça qu'on devrait les appeler. C'est des candidats à la candidature qui sollicitent des signatures. Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore leur parrainage, leur signature d'élu, ils sont candidats à la candidature. Parce que s'ils n'ont pas leur signature, en fait, ils seront jamais candidats officiellement. Alors, qui sont ces élus ? Rapidement, parce que après, j'ai encore un petit paquet de trucs à vous raconter. La liste des élus habilités à présenter un candidat, elle a été plusieurs fois complétée. En 2017, il y avait 42 000 élus. Elle a été réactualisée en 2021. Et il faut que vous sachiez que sur tous ces élus, seulement 34% avaient parrainé. Donc en fait, ils sont pas tous à fond. Donc des fois, ils n'ont pas du tout envie de parrainer. Et d'ailleurs, sur le Petit Reporter, on vous avait fait un article sur le sujet, puisqu'il y a certains élus de petites communes qui ne sont pas motivés du tout. D'abord parce qu'il y a des pressions, et puis il y a plein de... tu le sais, parce qu'à Albin, ça n'a pas dû être évident tous les jours. En fait, il y a des gens qui mettent la pression pour avoir des signatures et des fois qui envoient des comités. Bien sûr. Et ça, c'est pas sympa. Donc, vous avez des appels
tous les jours. Ouais, c'est insupportable en fait ce genre de harcèlement. Alors qui peut présenter des candidats ? Des députés et des sénateurs, des représentants français du Parlement européen, des maires délégués, les maires des communes déléguées, les maires des communes associées, les maires des arrondissements de Paris, Lyon, Marseille, les présidents de communautés d'agglomération, des présidents de la communauté urbaine, des intercommunautés, je vais y arriver, les conseillers de Paris et de la métropole de Lyon, les conseillers départementaux et régionaux, les conseillers territoriaux de Saint-Barth, Saint-Martin et Saint-Pierre, les membres élus des assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, le président du conseil exécutif de Corse, de Martinique, le président de Polynésie française et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et les conseillers d'assemblée des Français de l'étranger et des conseils consulaires. Alors, du coup, vous aurez compris que ça fait un paquet de monde. Mais tout le monde ne va pas donner son parrainage. 34% des élus habilités ont parrainé en 2017, 36% en 2012. On verra un peu si, cette fois-ci, ils sont également au rendez-vous. Alors, pour arrêter de vous abreuver de chiffres jusqu'à la suite de nos aventures, on va vous passer un petit morceau juste pour le fun, parce qu'au départ, j'avais pensé à autre chose, et finalement, on se fait un petit kiff. Plutôt, on se fait un petit kiff. Voilà. Le temps est bon, à bon entendeur. Salut, on y va tout de suite. Exactement. Merci, Laura. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Le temps est beau, le ciel est bleu, Laura Campisano est là. On C'est a beau. tout pour être heureux. C'est génial. Oh, c'est gentil. Ah, mais c'est tellement gentil. Non, mais Merci, c'est vrai Jean-Pierre. en plus. Ça fait plaisir. Avec ton sourire que tu transmets partout où tu passes. Écoute, Ouais. j'essaye en tout cas. Donc, ce matin, un petit cours de droit constitutionnel pendant Ouais, c'est 30 important. minutes. Il nous reste encore pas mal de choses à dire pour parler des parrainages pour l'élection présidentielle. Parce que là, comme ailleurs, on entend un petit peu n'importe Bah, quoi. en fait, c'est surtout et c'est contesté. excessivement énervant. C'est exactement ça. Hein Ça a tendance à vraiment nous énerver. Entre tonton Marcel et puis cousin Maurice écoute, qui disent n'importe quoi lors de l'apéro du dimanche midi. Je comprends. Moi, j'aime bien qu'on débatte, mais j'aime bien qu'on débatte avec les bonnes infos, en fait. Je suis d'accord qu'on conteste ça, mais il faut encore faut-il savoir pourquoi ça existe avant de s'énerver. Tout à l'heure, il y avait du bruit au-dessus de chez moi, ça tapait sur les murs et je comprenais pas. Il y avait pas Philippe Laville qui tapait sur les bambous, mais on ne comprenait pas ce qui se passait. Avant de m'énerver, de me faire un ulcère, je suis allée voir. Voilà. Et c'était en train de démolir un appart. Voilà, donc ça sert à rien de s'énerver. Bah non, ça. Ouais. Parce que qui a une pioche dans l'histoire, c'est eux, pas moi. Donc voilà, faut être diplomate. Ça s'appelle pas un petit peu du bon sens que tu es en train de dire là? Je crois. Hein? Allez, on y va, c'est parti. On reprend cet exposé sur les parrainages Tout pour à l'élection fait. présidentielle. Vas-y, Laura Campisano. Mais, grazie. Alors, pour éviter les candidatures qui soient liées, par exemple, à la défense d'intérêts purement locaux, la loi du 6 novembre 1962 va insérer une clause de représentativité nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parrainages pour les candidats doivent émaner d'élus d'au moins 30 départements et collectivités d'outre-mer différents. Différent, voilà. Donc on peut pas avoir Tout le ces Nord-Pas-de-Calais qui donne toutes ces 500 élus d'un même département. Voilà, exactement. C'est comme pas nous, par possible. exemple, si ça avait été Michel Barnier, toute la Savoie donne à Michel Barnier. parrainait Michel Barnier. C'était ça pas marche possible, en fait. Il fallait vraiment qu'il ait une représentation nationale. Et puis, bien sûr, il doit C'est pas. aussi du bon sens. Ça aussi, mais bon, des fois, c'est compliqué d'avoir du bon sens partout. Chaque élu ne peut parrainer qu'un seul candidat et ce choix est irrévocable. Ça veut dire que si le parrainé renonce, par exemple, c'est le cas d'Arnaud Montebourg, si jamais quelqu'un avait donné son parrainage à Arnaud Montebourg, bah en fait, il pouvait pas retirer son parrainage pour le redonner à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas en parrainer un autre. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Alors vous devez savoir, bien sûr, que la plupart du temps, les élus qui sont habilités à parrainer et qui parrainent sont des élus des communes et des intercommunalités. Alors, le tirage au sort des parrainages, je le dis parce que en ce moment ça circule énormément, n'est pas prévu par la loi. Parce qu'en fait, on ne peut pas tirer au sort un parrainage, on ne peut pas mettre son parrainage aux enchères, parce que le parrainage, selon le Conseil constitutionnel, est un acte personnel, volontaire, et ne doit pas donner lieu à marchandage, ni à rémunération, parce que sinon c'est incompatible avec la dignité des opérations concourant à cette élection. Tout à fait. Alors c'est parce que le niveau des candidats est faible qu'en fait les élus des petites communes ou des communes tout court qui font un travail considérable sur le terrain doivent se mettre au même niveau en réalité. Parce que souvent c'est quand on part de la base en règle générale, on se rend compte que la politique c'est bien plus digne que ce qu'on voit à la télévision.
Parenthèse fermée. Alors, non mais c'est important de temps en temps de rappeler des évidences, hein, bien sûr. Alors, vous devez savoir aussi que comment ça se passe au niveau période. Ça débute avec le décret de convocation des électeurs. Depuis la loi du 29 mars 2021, le décret doit être publié au moins 10 semaines avant la date du premier tour. Le premier tour, c'est le 10 avril 2022. La dernière semaine de janvier 2022, en fait, c'est là que le décret de convocation des électeurs est publié. Oui, parce que ça, pareil, il faut quand même dire que c'est la procédure est encadrée. Ah, complètement. Voilà, c'est constitutionnel, là. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut, de toute façon, le président, il fait ce qu'il veut, il convoque. Non. Voilà, les délais. C'est impossible. Les délais, c'est très, très précis. Exactement. Là. Parce que la période de recueil des parrainages s'achève au plus tard. Parce qu'on est dans un état de droit. Justement. Oui, en France, oui. Puis il y a une constitution. Oui, tout à fait. C'est étonnant. Alors, la période de recueil des parrainages s'achève au plus tard le 6e vendredi avant le premier tour. T'as l'impression de lire un grimoire, en fait. Le 4 mars 2022. Et c'est fou, c'est incroyable. C'est les dates dont on parle. Au plus tard, ça veut dire que ça aurait pu être plus tôt et qu'on aurait pu fermer les parrainages aujourd'hui. Oui. Et là, c'était réglé. Voilà, mais on prend toujours la date. On prend toujours une petite date ultérieure. Voilà. Donc ils ont en tout, les candidats à la candidature ont 4 semaines pour récupérer leur signature. Il y a bien sûr un contrôle du Conseil constitutionnel qui doit regarder. Donc il envoie une formule de parrainage adressée, il l'adresse aux préfectures. Les préfectures, en fait, vont prendre ce formulaire et l'envoyer aux élus qui sont habilités à représenter. Et depuis la loi du 25 avril 2016, ils sont pas obligés d'aller les déposer physiquement au siège du Conseil constitutionnel. Les élus signataires, c'est uniquement par voie postale et on va vérifier la validité, l'identité de l'élu et le mandat, etc. On ne peut pas envoyer le parrainage par voie électronique. C'est pas possible cette année. Ça sera au plus tard possible le 1er janvier 2027 parce que c'est prévu par la loi de 2016 sur la modernisation. Mais en fait, il y a un problème de sécurisation de l'identité numérique, donc ce n'est pas encore possible cette année. Alors attention, je ne parle pas du vote électronique. Oui, tout à fait. Je parle du parrainage. Encore une fois, voilà, je suis obligée de préciser. Alors, la fin des contrôles, la fin d'opération des contrôles de parrainage, pour les candidats qui ont franchi le seuil des 500 signatures, là, le Conseil constitutionnel va vérifier leur consentement, leur déclaration du patrimoine, la déclaration de leurs intérêts et des activités, et tout ça va être envoyé à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Ah, c'est encore un truc nouveau, ça. Ouais, je crois que c'est très récent, à mon avis. Une dizaine d'années. Ouais, voilà. Déclarations sont publiées sur le site de la haute autorité, 15 jours avant le premier tour minimum, et c'est consultable jusqu'à la fin du premier tour. Donc tout le monde peut aller voir. Hein. C'est pas faut pas un code, faut pas rentrer sa carte bleue. C'est gratuit, c'est public. Et si il y a un deuxième tour, souvent il y en a un. Seulement les deux derniers, donc les deux concurrents, les deux challengers qui restent, en fait leurs déclarations, elles sont publiées à la fin des résultats définitifs. Et le vainqueur, lui, c'est toute la durée de son mandat plus 6 mois après. Donc vous pouvez toujours aller regarder la déclaration de patrimoine et la déclaration d'intérêt et d'activité d'Emmanuel Macron. Le vainqueur, lui, il va devoir faire une nouvelle déclaration de patrimoine à la fin de son mandat, qui sera publiée au journal officiel et aussi sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc comme vous pouvez le constater, on fait pas ce qu'on veut quand on veut ou qu'on veut. C'est toi, c'est pas possible. Oui. Voilà. C'est un état de droit. C'est incroyable, cette constitution, c'est incroyable. Du 4 octobre 58. Comme quoi, quand on connaît le droit, finalement, c'est pas mal. Oui, non mais ça aide. Après, ce régime le régime de 58, il est contesté parce que c'était un régime après-guerre et que peut-être aujourd'hui, il faut peut-être un peu le dépoussiérer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à l'heure actuelle, tout est absolument encadré. Donc on fait pas ce qu'on veut en fait. Mais je redis. Quand tu dis qu'il faut le dépoussiérer, des fois ce serait peut-être nécessaire. C'est quand même la Constitution qui dure le plus longtemps. Ah ça, je suis d'accord. Qui a duré depuis le plus longtemps et qui a survécu à des cohabitations, qui a survécu à des crises et tout. Et puis à des dissolutions de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, et je vais y venir, je pense que je vais gratter 2 minutes. D'accord. De toute façon, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 aujourd'hui. Ah nickel, allez on y va. Moi j'ai plein de trucs à dire. Alors le Conseil constitutionnel par la suite va dresser j'adore ce mot, dresser une liste. Je trouve ça trop beau. Dresser une liste officielle des candidats à l'élection présidentielle, qui sera aussi publiée au JO au plus tard 4 semaines avant le premier tour, le 4e vendredi avant le premier tour, soit 15 jours, avant c'était 15 jours.
Oui. Et maintenant, c'est le 4e vendredi avant le premier tour. Donc, ce sera le 4 mars, en fait. Le 4 ou 5 mars. La publicité des parrainages. Gros débat sur la publicité des parrainages, puisque maintenant tout le monde crie, oh là là, mon Dieu, pourquoi on est obligé de dire qu'on parraine? Oui, c'est pour ça que... Avant 2001, c'était secret. Exactement. C'est pour ça que les gens ne nous parrainent pas. En fait, peut-être c'est parce que tes idées, c'est pourri. Mais bon, peut-être pas, je ne sais pas. On connaît quand même des communes où le maire, en 2001, a parrainé le candidat de l'extrême droite et le maire a sauté après. Oui. Alors après, que c'est un engagement tout à fait personnel. Oui, mais après, ça crée une crise dans le conseil municipal. Ouais, mais bon, après, on fait ce qu'on peut. Exactement. Alors, depuis l'élection de 2017, la publicité, le nom et la qualité des élus qui ont présenté le candidat est intégrale à l'issue du recueil des parrainages. En fait, avant, on tirait au sort 500 parrainages par candidat. Exactement. Donc c'était pas pour... En fait, on pouvait connaître certaines identités, mais pas de tous. Or, maintenant, c'est pour tous les élus. D'ailleurs, si vous allez sur le site du Conseil constitutionnel, vous avez tous les noms des élus qui ont parrainé et par candidat. Mais c'est intéressant, en fait. Pourquoi ne pas assumer, finalement? Je vois pas pourquoi on devrait le faire en cachette. Je veux dire, on n'est plus dans des régimes où on doit se cacher pour dire ce qu'on fait. Il y a aucune raison. Et ceux qui crient à la transparence, à l'absence de transparence plutôt, c'est pas Jojo, quoi, en fait. Mais bon, on continue. Donc maintenant, là, vous le voyez, au moins 2 fois par semaine au fur et à mesure des réceptions des parrainages. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel va mettre à jour, c'est 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Il met à jour le nombre de parrainages par candidat. La liste définitive des parrainages, en fait, elle va rester 8 jours au moins avant le premier tour du scrutin sur le site du Conseil constitutionnel et au journal officiel. Et la publication intégrale, en fait, cette idée, chers amis auditeurs, elle date pas du général de Gaulle, mais elle date de 1974. Et en fait, c'est dans l'esprit de la loi, en fait. En 1974, dans l'esprit des gens, on se disait, ce serait quand même bien, alors qu'à l'époque, rappelez-vous, il y avait 12 candidats à l'élection, ce serait quand même bien, en fait, qu'on dise qui. Parce que à quoi ça sert? C'est pas pour embêter le monde, ça sert à être certain que la candidature est valable. C'est pour éviter un surcroît de travail au Conseil constitutionnel qui doit aller vérifier que chaque candidature est bien valable, puisqu'on doit vérifier que l'élu qui donne son parrainage avait été habilité à donner son parrainage. Alors que si tu le fais en secret, en fait, on ne sait pas si tu es habilité ou pas. Et donc, il faut retrouver l'élu qui a donné son parrainage. C'est tout un schmilblick, donc on a facilité les choses. Alors, ce système est souvent critiqué parce que visiblement, en fait, il compromettrait la multiplication des candidatures. J'ai un scoop pour vous, c'est le but. Les 500 parrainages, c'est le but, c'est qu'il n'y ait pas de multiplication des candidatures. Donc pour le moment, ça veut dire qu'il fait bien son boulot, cette loi. En fait, le problème, c'est ce qu'on reproche à ce système, c'est cette incapacité à faire une place à des candidats qui soient à la fois populaires mais qui soient hors système. C'est le cas de certains candidats actuels qui trustent un peu les plateaux de télé, mais qui ont du mal à convaincre les élus de terrain. Et c'est normal, hein. Les élus de terrain, ils bossent tous les jours, ils sont à portée de baffe, donc ils n'ont pas forcément envie de donner leur parrainage à des gens inconnus au bataillon et dont on ne connaît absolument pas les ambitions économiques pour relever la France et pour, par exemple, faire face à la comète qui est en train de nous arriver dessus, qui s'appelle le réchauffement climatique. Alors, on reproche le caractère anachronique et archaïque de ce système. Et puis, aussi, on dit que certains élus pourraient vouloir marchander leur soutien. Et donc, du coup, forcément, aussi, subir des pressions. Et alors, il faut que vous sachiez qu'en 2012, et je vais terminer comme ça, en 2012, il y a une proposition de rénovation et de déontologie de la vie publique qui a été présidée par Lionel Jospin, qui souhaitait un parrainage citoyen, en disant les seuls candidats qui obtiennent 150 000 parrainages citoyens pourraient concourir. Il y a une autre proposition de loi organique en octobre 2020, où là, on disait qu'il fallait une procédure de parrainage citoyen en plus du parrainage des élus, et le rapporteur de cette loi organique, c'était Jean-Luc Mélenchon. Ces 2 projets de loi n'ont pas été suivis des faits, et donc forcément, pour le moment, on en reste à ce système, et on joue. En fait, quand on veut se présenter aux élections présidentielles,
eh bien je pense qu'on en accepte les règles. Ah oui, mais c'est bien la moindre des choses. C'est la Laura. base, il me semble. Mais enfin bon, c'est encore du bon sens, tu sais. Le bon sens, hein, c'est pas facile. Le bon sens en action, c'est difficile. C'est pas simple. Donc j'ai piqué 3 minutes à Radio Grand Lac. J'en suis navrée, mais il fallait que je termine de manière pertinente. Tu nous les rendras la prochaine fois? Je sais pas. Je vais peut-être encore gratter la prochaine fois. Merci Laura en tout cas pour cette chronique de droit constitutionnel sur donc les parrainages pour l'élection présidentielle. Donc tu colles toujours à l'actualité. Donc tu as mis un petit peu le droit pénal. Ou le droit même le droit de voilà, le droit judiciaire, on va plus dire du côté juridique, judiciaire, pénaliste, de côté pour venir dans le constitutionnaliste. C'est important. Je rappelle aussi que il est toujours possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars. Jusqu'au 4 mars et en plus c'est très vite fait. Donc c'est assez rapide, ouais. Merci Laura, on te retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, tout à fait. Même heure, à 11h, même lieu, tout ça. Même bonne humeur, on va essayer. Merci Laura, merci à tous les auditeurs qui ont suivi cette chronique. On poursuit maintenant avec la musique jusqu'à midi, le flash info national, local et la météo de notre ami Maxime. Bonne continuation sur les ondes de Radio Grand Lac. Merci Laura, Jean-Pierre, à bientôt. Au revoir.